Je vais vous raconter une anecdote. Ça, c'est un monsieur assez pauvre, dans une voiture complètement déglinguée, qui s'arrête à un feu rouge. À côté de lui, un autre monsieur élégamment habillé dans une Mercedes dernier cri. Le monsieur à la voiture déglinguée essaie de lui adresser la parole, mais bien sûr, le chauffeur de la Mercedes ne daigne pas lui adresser la parole. Alors, il y a eu une sorte de course-poursuite pendant un certain nombre de feux rouges. Et puis finalement, le chauffeur de la Mercedes se demande ce que veut ce monsieur. Il ouvre la tête, il lui dit: qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit: j'ai une affaire à vous proposer extraordinaire. Voilà, on échange nos voitures. Alors, le monsieur à la Mercedes, il ferme sa fenêtre et il repart. L'autre monsieur le poursuit encore pendant quelques feux rouges. Et puis finalement, le chauffeur de la Mercedes lui dit: ben, écoute, comment veux-tu qu'on échange nos deux voitures? Regarde la mienne. Il lui dit: tu vas voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, il s'arrête au bord de la route. Le monsieur de la voiture déglinguée s'arrête, descend de la voiture, il va ouvrir son coffre, il lui dit: viens voir. Quand il ouvre le coffre, il y a un génie qui sort de la voiture et il dit: qu'est-ce que tu veux? Le monsieur de la voiture lui dit: bon, je veux du thé. À la seconde, le génie lui donne une théière dans un plateau avec des verres, etc. Le monsieur à la Mercedes était ravi. Alors il a accepté le troc. Il rentre chez lui, une grande maison avec une entrée extraordinaire. Sa femme le voit du balcon, lui dit: mais elle n'était pas fière de voir son mari venir rentrer à la maison avec une telle voiture. Il dit: mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui dit: j'ai fait une affaire extraordinaire, viens voir. Il ouvre le coffre, le génie qui sort du coffre de la voiture, je lui dis: qu'est-ce que je te propose, qu'est-ce que je t'offre là tout de suite? Bon, le monsieur, heureux et fier, lui dit: tu me donnes un bracelet en or. Il lui dit: je suis désolé, moi je ne sais faire que le thé. Je vous ai raconté cette anecdote parce que c'est à peu près à cela que ressemble aujourd'hui l'histoire de la pandémie Covid-19. Alors, toute notre vie tourne autour de la Covid-19. Le temps, on a l'impression que le temps s'est arrêté pour la Covid-19. Alors, quand on a des décès, on fait le décompte quotidien de combien de cas en situation grave, en réanimation, en soins intensifs, combien de décès, combien de tests positifs, et on a oublié tout le reste. Dans le même temps que meurent des gens par la Covid, par le coronavirus, il y a des gens qui meurent d'autres choses, de cancer, de tuberculose, de complications de diabète, et j'en passe. Ces personnes-là, on n'en parle pas. On les envoie mourir chez eux parce que les services sont complètement débordés, ou même pas, ils sont pleins de vide, sous prétexte qu'on les réserve au Covid. Et ça, c'est une anomalie extraordinaire qui fait que il y a beaucoup de gens qui meurent chez eux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès aux soins, tout simplement parce que on a peur que les services soient débordés. C'est un peu comme ça que ça se passe un peu partout dans le monde. Au point que certaines personnes qui y arrivent, qui ont un suivi médical sur des années pour une affaire cardiaque ou pour autre chose, et qui arrivent dans un état catastrophique, ils se font hospitaliser, ils meurent de leurs problèmes cardiaques, par exemple, et ils sont étiquetés Covid. Ça devient anormal, même si le test dit qu'ils sont Covid. Est-ce qu'ils sont morts du Covid, de la Covid, ou est-ce qu'ils sont morts de leur maladie? Et ça devrait arrêter. Les tests positifs. Et alors, est-ce que quand on est positif, on est malade?
Est-ce que si on est éventuellement malade, est-ce qu'on meurt de la Covid? Quand on compare les chiffres des hospitalisations et des décès par la Covid, à côté de cela, on n'a pas les chiffres concernant les décès par les autres pathologies, les suicides aussi, dont on ne parle pas et dont on ne connaît pas les chiffres. Alors, comme référence pour les acteurs de la santé, bien sûr, ils cherchent l'information, ils veulent comprendre, ils veulent connaître les chiffres, ils veulent connaître l'évolution de la pandémie, et bien sûr, ils se réfèrent à ce qu'ils trouvent sur le terrain comme information. Alors, dans certains pays, l'information est défectueuse, est déficitaire. Disons, il y a un déficit d'information scientifique. Donc, évidemment, les réseaux sociaux, les revues scientifiques auxquelles on ne fait plus confiance, bien sûr, ils donnent énormément d'informations qui, quand elles ne correspondent pas au point de vue de certains autres scientifiques, elles sont taxées de complotisme, sans donner des arguments contraires, sans prouver le contraire, sans avoir de faits réels, de chiffres. Ainsi, on est complètement déboussolé, complètement désorienté. Personne ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Pourtant, quand on regarde les chiffres dans l'absolu, la Covid est un moindre mal par rapport au mal dû à d'autres pathologies. Et ça, c'est énormément grave parce que mobiliser ou plutôt immobiliser des populations entières avec la destruction de leur économie et de la destruction de leur avenir, avec des problèmes psychologiques énormes, sous prétexte que la Covid est une pandémie grave, parce qu'on l'a dit, on a dit que c'est une pandémie grave, mais dans les faits, est-ce qu'elle est aussi grave qu'on veut bien nous le faire croire? À partir du moment où on a un traitement qui a fait ses preuves dans énormément de pays qui ont utilisé l'association hydroxychloroquine azithromycine, le Maroc en particulier, on a des résultats extraordinaires pour arrêter, pour traiter les patients à leur début, les patients symptomatiques à leur début. Donc, se baser sur des tests positifs pour isoler des populations, pour les considérer comme des personnes malades, et qu'après d'autres tests, on dit qu'ils sont guéris. Est-ce qu'on peut guérir d'une maladie que nous n'avons pas? Donc, il serait utile qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on essaie d'évaluer la situation, d'améliorer ou de corriger les erreurs commises pour que le pays ou les pays s'intéressent à autre chose qu'à la Covid. Et ça, c'est un problème immense qui se passe parce qu'il y a des clans, il y a des convictions opposées les unes aux autres, les complotistes, les tel protocole, les pro-vaccins, les anti-vaccins, le gouvernement mondial, etc. Tout ça ne peut être ni vrai ni faux tant qu'il n'y a pas eu de confrontation avec l'implication de tous les acteurs sur le plan de la santé, avec tous les acteurs de la santé. À commencer par les médecins de première ligne. Parce que quand on voit des patients en fin de vie, ou qui arrivent à la fin de leur vie dans les services de réanimation, c'est qu'ils ont sauté une étape. Et cette étape qui a été sautée, c'est celle des médecins de première ligne. Connaissant un peu l'expérience des médecins de première ligne, leur a-t-on donné les moyens de traiter leurs patients? On leur a mis conscience, et sur la base de faits, en partageant leurs expériences. Pourquoi
Par exemple, quand tous les pays du monde ont démarré sur la même ligne de départ une pandémie nouvelle avec un virus nouveau, pourquoi faut-il aller euh, découvrir des effets de la Covid comme par exemple le Kawasaki, la Gueusy, la Nosmi? Pourquoi des pays, si on prend l'exemple du Maroc, pourquoi les Marocains n'ont pas trouvé ces symptômes? C'est parce que les médecins de première ligne n'ont pas été impliqués, qu'il n'y a pas de partage de l'information. Et il est anormal qu'on n'implique pas d'abord et avant tout le monde les médecins du terrain avant de se fier à des experts dans une maladie inconnue, des experts dans une maladie qu'ils ne connaissent pas, au détriment des médecins qui voient au jour le jour des problèmes quotidiens. Et ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que bientôt il va y avoir l'émergence d'autres maladies virales. On ne saura pas faire la part des choses entre une infection par le coronavirus ou par le virus de la grippe ou des virus paragrippaux. Comment on va gérer tout cela? Ça va être la pagaille et ça va retentir longuement encore sur l'économie, sur le psychisme, sur l'équilibre des familles. Et bien sûr, on risque de patauger longtemps dans un problème qu'on n'a pas su résoudre. Il faudrait revoir les mesures prises, peut-être, voir si elles sont justes, si elles sont efficaces, ou est-ce qu'elles ne sont pas plutôt des sources de propagation de la pandémie? Ce qu'on voit, c'est qu'avec ces mesures, on n'a pas obtenu de bons résultats. Au contraire, les chiffres augmentent et il faut là se poser des questions. Est-ce que ce ne seraient pas ces mesures-là, par exemple, qui seraient la cause de cette propagation du virus de la Covid?